badges, aussi vos badges. Pour des raisons d'image, on enlève vos badges. Chaud partout. Vous me dites si vous êtes OK pour qu'on commence. Anne, on n'a pas noté le nom de ta commission, mais je vais indiquer que tu es vice-présidente de la commission d'évaluation et de suivi du PRPGD, et que toi tu es présidente de la commission, tu détailleras toi-même, parce que j'ai oublié j'ai pas eu le temps de demander ce matin. Redis-moi le nom de la commission. C'est bon? On a tout. Déjà rencontré? Alors, merci d'être présent à cette conférence nomenclaturée de haut niveau par le ministère de la Transition écologique, que je remercie pour avoir accepté d'allouer ce créneau à nos invités et à Ecosphère pour évoquer un thème extrêmement important, peu traité, celui des démarches d'éco-responsabilité dans les îles et dans nos territoires ultramarins, représenté ici par Monsieur Marcelin Nadeau, qui est conseiller territorial de la Martinique et président de la transition écologique. La première réunion de travail que j'avais effectuée avec le ministère pour cette conférence, je l'avais faite en présence de Micheline Jacques, qui est sénatrice de l'île de Saint-Barthélemy et présidente de l'agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy. Elle est malheureusement retenue à Saint-Barthélemy à cause du Covid. Cette conférence est enregistrée, elle est diffusée en direct à la terre entière, on peut dire ça comme ça. Elle est aussi donc enregistrée, elle sera visible en replay et diffusable en replay pour ceux qui le souhaitent. On est sur une conférence qui va faire la part belle à des témoignages de démarches de progrès dans les territoires ultramarins et dans les îles. Et on va aborder ensemble deux questions essentielles, celle de la connexion entre les enjeux, gaspillage, déchets, climat, biodiversité, et celle de la solidarité nécessaire. Le monde est une île, et en fait, si on ne s'y met pas tous ensemble, on expliquera pourquoi, on progressera trop lentement. Je vais vous indiquer pourquoi j'ai souhaité insister sur ces démarches d'éco-responsabilité insulaire et ultramarine. Ecosphère, l'entreprise que j'ai créée en 2012, est pionnière dans la conception et le développement de programmes et de solutions pour réduire le gaspillage et les déchets des acteurs professionnels. Alors, très rapidement, la scène de l'anti-gaspillage, c'est quoi? Il y a les déchets des particuliers et les déchets des acteurs professionnels. Et les démarches consistant à relever le challenge des déchets, ce sont des démarches qui portent soit sur la réduction, soit sur la revalorisation, soit sur les deux à la fois. Chez Ecosphère, on est sur les deux types de programmes en insistant principalement sur la prévention et la réduction des déchets des acteurs professionnels, hors les déchets des bâtiments et travaux publics et les déchets dangereux. Joris, je vous présente Joris, vous ne le voyez pas, qui est le régisseur de l'équipe Ecosphère, qui est caché derrière, avec lequel je vais communiquer pour passer un certain nombre de visuels, de vidéos et d'images, illustrant un certain nombre de propos. On va revenir sur la première image, s'il vous plaît, Joris, celle de l'île de Milos. L'île de Milos. Merci, on est encore sur le logo. Voilà. En fait, c'est là où j'ai eu le déclic. J'étais en vacances il y a 2 ans et demi sur l'île de Milos, et devant la beauté de cette baie, accompagnée d'une activité industrielle, en fait, j'ai considéré qu'il fallait que désormais, on prenne en compte la diversité des paramètres et des contraintes des îles pour enrichir nos programmes et accompagner les îles. On va les évoquer, ces paramètres spécifiques aux îles, ces contraintes, des îles qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins peuplées, plus ou moins touristiques, plus ou moins riches, plus ou moins dépendantes de l'importation. Et tout cela, ce sont des facteurs qui agissent profondément
sur la production de déchets, sur le climat, sur la biodiversité. Le gaspillage, ça amène des déchets. Les déchets qui sont incinérés produisent des gaz à effet de serre qui sont responsables en partie du réchauffement climatique. Et évidemment, les îles sont les plus vulnérables au réchauffement climatique. D'où la connexion entre ces enjeux. Alors, la suivante, un exemple, à Saint-Barthélemy, il y a 2 ans, en fait, il y a eu toute une semaine inattendue consacrée à l'écologie et à l'innovation. Et à cette occasion, j'ai vu les acteurs de l'île s'engager dans un pacte de progrès pour la réduction du gaspillage et des déchets, de la grande distribution, des hôtels touristiques, des restaurants, que j'ai rédigé sur place. Ça a été un détonateur, en fait, de démarches qui sont en train de se mettre en place sur Saint-Barthélemy. En Martinique, un très beau projet dont on va parler un peu, projet d'IMA Solidaire, qui est soutenu par la collectivité territoriale de la Martinique, représenté ici par M. Marcelin Nadeau, par l'ADEME de la Martinique, par une structure rassemblant des communes, Cap Nord, et dont Ecosphère est le porteur de l'étude de faisabilité. Et vous voyez, là, j'étais cet été quelques jours en vacances à Mykonos, et j'ai eu un choc, en fait. J'ai eu un choc parce que ça fait un certain temps que je développe des activités pour réduire le gaspillage et les déchets. Un certain temps à Marseille, notamment, que j'ai été sensibilisé par des acteurs qui s'intéressent aux déchets des particuliers, à toute cette pollution maritime. Et voilà que, à Mykonos, on revient sur la photo, Joris, on est dans une absence totale de conscience de la part d'un certain nombre d'acteurs, touristiques notamment, où les gobelets de ce muret qui jouxte plusieurs bars, en fait, tombent sur les rochers à cause du vent, de la négligence, en plastique, hein, il n'y a que du plastique, et évidemment, vous voyez la mer qui est à côté. On reparlera dans un deuxième temps de cette nécessaire solidarité autour de la Méditerranée notamment, qui est l'île la plus polluée, la plus en risque. Alors, pour évoquer ces sujets, je vous ai présenté M. Marcelin Nadeau. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Yann Verling, qui est vice-président de la région Île-de-France, chargé de la transition écologique, et président actuellement de l'ARB. L'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité de l'Île-de-France, c'est la première qui a été créée historiquement en France. Et à ses côtés, Anne-Claude Petit, conseillère régionale, présidente de l'ARB de la région Sud, de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. C'est la première ARB avec un E créée historiquement en France. Anne était vice-présidente de la commission d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et elle est désormais présidente de la commission, stratégie des déchets, pardon ? Transition énergétique, stratégie des déchets et qualité de l'air. Et donc, ces 3 invités présents ici seront accompagnés à distance par des témoignages de Saint-Barthélemy et aussi par la présidente du comité 21, Bettine Laville, dont on diffusera une vidéo sur son tour des objectifs de développement durable auprès des îles. Monsieur Nadeau, donc vous représentez ici la Martinique. Je suis extrêmement honoré de votre présence et particulièrement heureux du fait de l'affection que je porte à l'île de la Martinique. Je vous remercie d'introduire ce débat et d'évoquer comment la Martinique, petit à petit, prend à bras-le-corps ces sujets de transition écologique, de gaspillage, de déchets, de climat et de biodiversité. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Ecosphère de nous avoir conviés à ce débat très intéressant. Je dois dire que contrairement à mes 2 collègues, je suis nouvellement élu donc à la tête d'une commission dont l'intitulé exact est Transition plurielle écologique, énergétique, pollution et mutation climatique. Voilà un petit peu. Donc la question de l'environnement étant gérée aussi par d'autres commissions, on a notamment une commission santé, biodiversité, notre commission aménagement, transport, etc. Alors, ce que je voudrais effectivement dire aujourd'hui, c'est que, en introduction, c'est que nous sommes un pays insulaire, mais au-delà de la question de l'insularité, il y a la question de la micro-insularité. Et je me réfère notamment à quasiment tous les pays des Petites Antilles, qui sont d'ailleurs le plus souvent des États, hein, et qui sont aussi dans une situation de pays micro-insulaires, donc encore plus vulnérables par rapport au changement climatique, notamment par rapport à l'intensité, la fréquence et la virulence des phénomènes cycloniques. Donc nous, on n'y échappe pas.
Ça veut dire qu'on a le devoir, quelque part, parce que nous sommes aux premiers chefs concernés, comme beaucoup d'îles, nous avons le devoir d'exemplarité par rapport à cette question du changement climatique. Très heureux aussi que le lien soit frais, parce que le fait de raisonner en silo ne me paraît pas être une bonne approche. C'est-à-dire que le fait d'aborder le problème de la biodiversité, celui des déchets, celui de l'énergie, il me semble effectivement judicieux, pertinent et opportun de faire la connexion pour aller vers une approche beaucoup plus transversale, beaucoup plus globale. Donc cette approche me plaît bien. Alors, la Martinique, il faut savoir que nous avons un passé particulier, un passé d'un système particulièrement prédateur. La prédation, on la connaît bien s'agissant des êtres humains, mais ce qu'on appelle le système colonial a été un prédateur particulier aussi du vivant, des écosystèmes et de la nature. Ça, il faut le comprendre. Et ça n'est pas une simple question de passé ou de mémoire. Et pour ce faire, je me réfère notamment à un jeune chercheur martiniquais, Malcolm Ferdinand, qui a écrit un ouvrage intitulé L'écologie décoloniale. Mais ça veut dire que ce modèle économique, social et sociétal, il a aussi des conséquences jusqu'à aujourd'hui sur la question des pollutions, parce que comme vous le savez, nous sommes confrontés, hormis la crise sanitaire que nous traversons tous, mais nous sommes confrontés à une grosse crise sanitaire liée à la pollution au chlordécone, justement avec des conséquences non seulement sur l'écosystème, si on parle de sanitaire, mais avec des conséquences également sur la santé des femmes et des hommes. Donc je crois que tout est un peu lié et nous vivons cela. Donc du coup, nous avons pris conscience de la nécessité de, comme on dit, de changer de paradigme et nous avons surtout pris conscience de la richesse, puisque nous sommes un pays tropical, insulaire, de la richesse justement de notre biodiversité notamment. Et il faut savoir que l'ensemble des pays de la Caraïbe, dont la Martinique, puisque nous sommes un pays de la Caraïbe, constitue le 34e hotspot de biodiversité mondiale. Donc vous comprenez bien que ça n'est pas rien et c'est une très lourde responsabilité qui de fait nous échoua. C'est pour ça que nous sommes prêts justement à l'affronter. Alors par rapport à la richesse de cette biodiversité, je voudrais peut-être qu'on montre quelques images de quelques espèces. Vous voyez, avec les différents étages. Vous pouvez avancer, voilà. Les différents étages de végétation, avec la forêt hygrophile, la forêt mésophile, etc. Donc on passe très vite en fait dans nos pays, en dépit de leur grandeur. On passe très vite justement d'un type de climat à un autre type de climat, d'un type d'espèce à un autre type d'espèce. C'est ça qui fait la force de ce pays, c'est la diversité rapide et on va très vite en fait d'un point et d'un milieu ou à un autre, etc. Oui, vous pouvez continuer. Donc, je vous montre quelques images en fait de végétation altimontaine. Par exemple, nous avons effectivement un écosystème montagnard. On peut continuer. Voilà, avec des espèces comme notre mygale, comme notre chauve-souris particulière. Nous avons un endémisme quand même assez important. Donc, c'est des images qu'on a déjà passées sur un autre forum. Donc là, c'est jusqu'aux herbiers de la mer avec le fameux lambi, les oursins, la tortue verte. On peut continuer, voilà. Avec bon, ouais, ça c'est OK. Mais là, vous voyez quelques aussi difficultés par rapport à la dégradation. On parlait des coraux. Bon, tout le monde sait qu'il y a, nous aussi, nous sommes confrontés effectivement à la dégradation des massifs coralliens, comme on le sait. On peut continuer, voir, voilà, d'accord. Mais à partir de ça, justement, nous avons quand même mis en place un certain nombre d'outils. Alors, les nouveaux outils, on les connaît, ils existent ici aussi. Nous sommes région française, d'outre-mer, donc nous reprenons des outils que vous connaissez qui existent en France. C'est notamment le cas du parc naturel régional de la Martinique. Nous en avons un et qui, depuis très longtemps, fait un très gros travail en matière de protection et de valorisation justement de cette biodiversité. On peut continuer. Nous avons aussi créé un observatoire de l'écologie avec à la fois l'ADEME, le service de l'État, la collectivité territoriale de Martinique,
Donc cet observatoire qui, sur la question des déchets, nous y reviendrons, nous permet justement d'avoir des éléments objectifs sur l'état, la situation et ses évolutions, ce qui permet un meilleur pilotage, parce qu'après, sur la base de ces données objectives, il est permis au comité de pilotage ou au comité d'élaboration et de surveillance, consultatif d'élaboration et de surveillance du plan de prévention et de gestion des déchets, eh bien de mesurer un petit peu à partir les écarts, à partir d'un certain nombre d'indicateurs. Alors il y a aussi le parc marin de la Martinique qui est ici présent. Donc le parc marin de la Martinique, c'est toute la surface maritime de la Martinique. Alors je disais qu'on est un pays micro-insulaire, c'est 1100 km², mais la Martinique, si on inclut sa mer, avec 43 000 km², nous sommes aussi grands, sinon plus grands que la Suisse, par exemple. Donc la mer a une importance considérable et le parc marin est un des outils créés en 2017, si je ne me trompe, et qui répond aussi à ce besoin à la fois de protection et de valorisation de notre biodiversité, et singulièrement de l'écosystème marin, mais pas que. Il y a aussi une avifaune très très riche avec des zones de nidification d'oiseaux marins, tout ça, et tout ça nous paraît très important. Alors, j'ai parlé d'outils. On pourrait également parler d'une politique volontariste de protection des espaces naturels, notamment par la mise à disposition du public de sites remarquables ou de sentiers de randonnée, et par la création, une volonté aussi de créer des réserves naturelles régionales. Alors, nous avons une réserve naturelle régionale qui porte le nom d'Albert Falco. C'est la réserve naturelle régionale Albert Falco, donc qui est une réserve marine qui est aux prêcheurs. Donc, c'est à peu près 608 hectares de surface. Le prêcheur, c'est la ville dont vous êtes le maire. Dont je suis le maire, c'est ça. Donc, à peu près sur 13 km de côte, etc. Donc, il y a un travail très intéressant avec des espèces comme la raie-aigle, enfin un certain nombre de poissons et d'espèces particulières que nous tenons à protéger. Il y a également une réserve en cours de création par rapport à la problématique des zones humides et de la mangrove. C'est la réserve de Génipa, donc c'est une superficie très très importante. Et c'est la dernière plus grande mangrove en fait de la Martinique et qui a du sens et de l'importance. D'ailleurs, c'est un projet de classement réserve qui a obtenu la palme IFRECOR en 2012. Donc, même pas créé, mais c'était pour marquer l'intention. Et dire également que le parc par l'UICN, le parc naturel de la Martinique, est considéré justement comme l'un des parcs dont l'importance, enfin, en termes d'instruments, est remarquable au niveau, justement, par rapport à la richesse de cette biodiversité, au niveau planétaire. Donc, vous voyez, c'est quand même des outils pour nous permettre de protéger cette biodiversité et ces écosystèmes très riches. Maintenant, les outils, c'est bien, mais il faut que ces outils soient accompagnés d'une volonté politique. Et le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous sommes une île, mais avec une forte dépendance par rapport aux produits de consommation. En réalité, sur la question de l'alimentation, nous importons à peu près, on va dire, 70% de ce que nous consommons comme produits alimentaires, lorsque nous exportons presque tout ce que nous produisons en bananes, etc. Donc le modèle économique lui-même est déjà problématique. Donc vous pensez bien qu'un système d'hyperconsommation, où l'appareil productif est très faible, génère effectivement une production importante de déchets. Mais la problématique justement des déchets, c'est que sur la question des VHU, c'est-à-dire nous ne produisons pas de voitures, mais nous en consommons énormément parce que notre société donne une place considérable aux véhicules automobiles. Donc, après, la question des VHU, par exemple, se pose de façon quelquefois dramatique chez nous. Donc, cette question des déchets nous paraît essentielle. Et les VHU, les véhicules utilitaires? Oui, c'est les véhicules hors d'usage. Voilà. Donc, après, il a fallu effectivement mettre en place des outils que vous connaissez. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Le beurre, c'est notamment le plan de prévention et de gestion des déchets de la Martinique. Donc, c'est le PPGDM, voilà, et qui comprend un volet justement de valorisation
de l'économie circulaire. L'enjeu de l'économie circulaire, il nous paraît très important. Ça n'est pas un simple problème de traitement des déchets. À travers le recyclage et la valorisation, nous pensons faire, comme le philosophe Confucius, de notre faiblesse notre force. C'est-à-dire effectivement la question de l'économie circulaire en milieu insulaire prend une dimension particulière parce que c'est l'occasion justement d'une dynamique de relocalisation de l'économie et de redynamisation de l'économie et de réduction des dépendances par rapport justement à des émetteurs externes. Donc la question vraiment de l'économie circulaire n'est pas un simple problème de traitement des déchets pour nous, si tant est qu'il l'est par ailleurs, c'est vrai. Mais chez nous, ça prend des proportions encore plus importantes de par notre caractère insulaire, les particularités de notre économie et la nécessité d'assurer donc une relocalisation de cette économie. Alors, vous évoquez un chiffre de 60% de dépendance en termes de produits de consommation. À Saint-Barthélemy, c'est 80%. Oui, mais Saint-Barthélemy, parce qu'effectivement, par rapport aux problèmes de transport, on va dire qu'ils sont encore plus enclavés. Enfin, il y a d'autres problématiques. Tout arrive par barge, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Et pas par avion. Absolument. Donc notre production de déchets, globalement, c'est à peu près 400 000 tonnes. Le PPGDM, justement, envisage à l'horizon 2030, on a un graphique là, de repasser sous la barre des 350 000 tonnes. Et puis la valorisation qui représente à peu près 41%, l'objectif c'est de la faire passer à peu près à 61%. On a un système, bon, la part incinération n'est pas importante, encore que je me pose beaucoup de questions sur la problématique de l'incinération par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. Il en va aussi de la qualité de l'air et qui pose, comme on le sait, d'énormes problèmes de santé. Et puis c'est vrai qu'on a un volume d'enfouissement encore trop important qu'il faut absolument réduire. Voilà toutes ces problématiques sur les déchets. Mais la question des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, interroge le modèle économique lui-même. Mais pour illustrer justement les dysfonctionnements, je dirais l'état en fait du modèle économique, j'ai fait référence à la question de l'alimentation. Sur la question de l'alimentation, une volonté politique qui est très forte, c'est celle de mettre en place un projet alimentaire territorial. Alors dans ce projet alimentaire territorial, donc Ecosphère a parlé d'un projet qui est mené pour régler, voir comment effectivement réutiliser des déchets alimentaires, bien sûr au titre de la solidarité, parce que ça aussi, en quelque part, tout est lié. Et de la circularité, les deux. Tout à fait. Mais nous avons aussi un travail à faire sur l'accroissement de la production agricole pour sortir de la logique de toute exportation, parce qu'il n'est pas normal que nous ayons ce potentiel agricole et que la grande partie de nos terres soit consacrée à des spéculations d'exportation. En plus, on le voit bien, on parlait de déchets. Moi, il y a un PAT territorial, mais nous avons tenu à mettre un PAT au niveau de ma commune. Et à ce titre-là, j'ai estimé, au-delà de la problématique du chlordécone, en tant que maire, qu'il n'était pas normal que nous utilisions un certain nombre de pesticides pour produire chez nous, notamment des produits destinés à la consommation intérieure. Donc j'ai pris cet arrêté. Et puisqu'on parle de questions d'interdiction des pesticides, sur 2-3 zones, parce qu'après il faut un arrêté qui a été retoqué à la fois par le tribunal administratif de Fort-de-France, à la fois par la cour d'appel de Bordeaux, etc., etc. Mais puisqu'on parle de déchets, je suis assez sensible à l'idée que finalement, et c'est ce que disent les maires qui prennent cette position un peu anti-pesticides, c'est que en fait les particules de pesticides constituent un déchet. Sauf que ce déchet, à la limite, il va chez le voisin. Bon, il arrive des lieux d'éjection sauvage de déchets, mais là, le pire, c'est qu'il va chez le voisin. Donc, sur cette question aussi, un petit peu liée à la problématique à la fois alimentaire et des pesticides, je crois que pour nous, c'est très important d'être dans des pratiques culturelles remarquables. Parce qu'il est évident que, et on le sait tous, l'impact de l'usage des pesticides ne se limite pas aux effets sur notre santé, même si c'est important, mais on sait bien que c'est un facteur de réduction important de la biodiversité. Mais je veux plus loin. Le système justement d'exportation, d'import-exportation, on appelle ça l'économie de comptoir, hérité du système colonial,
il est pervers du point de vue aussi de la biodiversité. Pourquoi il a un effet pervers? C'est parce que quand on a la banane Cavendish, qui est la banane sélectionnée pour l'exportation, dans une vision complètement productiviste, c'est une banane qui prend toute la place de la production bananière chez nous, quasiment. Bon, il y a quelques efforts qui sont faits. Et ça veut dire que la biodiversité de la banane, eh bien, se réduit du coup. Parce qu'il y a d'autres espèces de bananes. Vous avez des bananes pour les desserts. C'en est un. Mais vous avez des bananes qu'on fait cuire, les bananes plantains, etc. Donc, ça fait que ça réduit. Donc, vous voyez que tout ce système, et c'est pour ça que j'aime bien ces interconnexions entre les différents sujets, parlant des déchets, parlant de l'importation, parlant de l'exportation, parlant de l'alimentation, fait qu'effectivement, nous devons nous doter d'outils, mais basés sur une volonté politique. Alors, nous, pour ce faire, nous sommes candidats pour classer une bonne partie de notre territoire, c'est-à-dire la montagne Pelée et les pitons du Carbet, donc vers le nord, vers chez moi, au patrimoine commun de l'UNESCO, ce qui va nous permettre, et nous espérons l'obtenir, nous aurons la réponse en juillet 2022, ça va nous permettre de soutenir et d'appuyer notre effort de protection. Nous voulons être, et on va déployer ce dispositif territoire engagé pour la nature, mais au-delà de ces dispositifs également, qui sont marqueurs d'une volonté politique, il faut savoir que c'est toutes les politiques publiques qui doivent être travaillées par une volonté de protection de la biodiversité et des écosystèmes. Alors, quand on parle d'agriculture, on parle de transport, on parle d'aménagement du territoire, toutes ces politiques publiques doivent être justement avoir cette préoccupation de la protection, de la valorisation et de la biodiversité des écosystèmes. Oui. Je me disais en vous écoutant qu'à ceux qui ne connaissent pas la Martinique, vous allez donner envie de s'y rendre. Donc si on a le temps, on évoquera aussi la question du tourisme durable. Petit point de méthodologie, on ne peut pas passer de micro dans la salle pour des raisons sanitaires. Et donc, si vous avez des questions à poser, on aura 2 temps de questions. Vous les transmettez par écrit à l'équipe de bénévoles en vert qui est ici. Et je les lirai et on les posera. On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler dans vos propos de volonté politique et de compréhension augmentée, épaissie de la connexion entre les enjeux déchets, climat et biodiversité. C'est quoi la volonté politique de vos arbres aujourd'hui, Yann Clelius-Petit, Yann Verling, sur ces sujets dans vos régions nouvellement élues? Merci Xavier déjà de l'invitation par Ecosphère à participer. Je suis ravie de représenter à la fois la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accueille ce congrès, la région Sud, et l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement que effectivement j'ai le plaisir de présider. Alors l'ARB c'est avant tout, je pense, un outil partenarial et pour nous on le voit vraiment comme un bras armé des politiques régionales. Avec les partenaires que sont évidemment l'État et l'OFB, qui est présent juste à côté, mais aussi l'Agence de l'eau, l'ADEME, l'ADREAL, et bien sûr les autres collectivités qui sont engagées avec nous. Donc je pense que c'est avant tout au niveau régional, et quand je vous entendais parler des différentes thématiques qui sont effectivement complètement liées, on est obligé de travailler en transversal. Ça montre bien aussi, je pense que la loi NOTRe, elle a donné des compétences aux régions qui permettent que le niveau régional devient le niveau pertinent pour traiter ces sujets. Alors, pas seulement nous en propre, mais de manière prospective sur des planifications. On est vraiment le niveau, je pense, le plus pertinent parce qu'on est compétent, on est chef de file pour la biodiversité, enfin les régions sont chefs de file en matière de biodiversité, en matière de développement économique, en matière de planification des déchets, de qualité de l'air également, et sur le développement économique, évidemment l'agriculture a tout son rôle à jouer. Donc voilà, vraiment la région, elle peut agir avec l'ensemble des partenaires, évidemment, pas seule. On n'est pas là pour décliner une politique nationale sur notre niveau, mais vraiment pour adapter des politiques au territoire. Alors, nous, on est une région qui est relativement étendue par rapport à la Martinique. Néanmoins, on est quand même une petite région métropolitaine par rapport à d'autres grandes régions. On a quand même 5 millions d'habitants.
On est également un hotspot de biodiversité. On représente à peu près 85% de la biodiversité sur la faune, la biodiversité de la France métropolitaine. Donc c'est pas complètement par hasard si c'est Marseille et la région Sud qui accueillent ce congrès mondial pour la conservation de la nature. On en est très fiers. Et cette volonté politique, nous, au niveau de la région Sud, elle s'est exprimée par la volonté du président René Muselier. Pardon, c'est une vidéo qu'on passera juste après sur une initiative martiniquaise. Pardonnez-moi. Pas de souci. Par la volonté du président Renaud Muselier de proposer et de voter un plan climat en décembre 2017 que nous avons appelé une COP d'avance. Notre idée étant, l'idée du président Muselier étant de réagir au fait que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris en 2017 et de se dire on ne peut pas attendre la prochaine COP, il faut essayer d'être en avance sur les COP. Alors c'est pour le réchauffement climatique, mais en réalité on a bien vu cette année que les experts se mettent d'accord sur le fait, même au niveau du GIEC, sur le fait que les enjeux de réchauffement climatique, de bouleversement climatique sont extrêmement liés avec les enjeux de biodiversité. On n'arrête pas de le dire depuis vendredi et c'est très bien. Enfin on parle de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité, de cette urgence. Et notre plan climat, on l'a décliné sur tout ce qui est des compétences de la région, donc les transports, dont on n'a pas parlé, mais qui sont une compétence particulièrement importante. Les transports, le développement économique, nos lycées, puisqu'on est en charge des lycées, et bien entendu la planification des déchets et le développement de l'économie circulaire. Quand je vous entendais parler de la Martinique, je me sentais extrêmement concernée en matière de déchets. On est une région, alors moi j'ai piloté la concertation et l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets et l'élaboration également d'une stratégie d'économie circulaire sur la région Sud. Et effectivement, nous, on est une région métropolitaine extrêmement en retard en matière de déchets, que ce soit de tri des déchets des ménages ou en termes de volume de déchets enfouis. Et je ne vous parle pas des déchets du BTP, du volume de déchets du BTP qu'on retrouve dans les milieux naturels, malheureusement, qui ont été estimés, je crois, par l'ADEME à 2 millions de tonnes par an. Donc on a vraiment, c'était un sacré challenge ce plan régional de prévention et de gestion des déchets. Alors j'insiste sur prévention parce que vraiment ça a été notre leitmotiv d'expliquer aux collectivités, parce que c'était vraiment une concertation, d'expliquer aux collectivités compétentes en matière de déchets que ce plan, cette planification, fallait pas la prendre comme une contrainte de plus en se disant on a les objectifs législatifs qui sont extrêmement ambitieux par rapport à notre point de départ et qui pouvaient paraître hors d'atteinte. Mais au contraire, c'est une opportunité. Et l'opportunité, elle s'appelle économie circulaire. C'était assez nouveau quand même. Heureusement, la région travaillait déjà dessus. Donc on avait un appel à projet qui s'appelle Fili Déchets, dans lequel on proposait à des porteurs de projets, d'innovation, de nous faire des propositions pour améliorer la prévention et la gestion des déchets. Cet appel à projet, on l'a continué, on l'a amplifié, mais on a développé d'autres outils. Et cet enjeu de création de filières sur notre territoire, c'est aussi quelque chose qui est très parlant pour les collectivités. Donc dès lors qu'on change de paradigme et qu'on arrête de leur dire le volume des déchets, il va immanquablement augmenter, non, il faut leur dire les déchets sont des ressources. Et là tout de suite le discours il est plus positif. Mais c'est un discours qu'on a dû mener pendant toute l'élaboration du plan régional qui commence à porter ses fruits. Le plan régional, c'était le deuxième plan voté au niveau national après celui de la Normandie. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pendant finalement un temps assez court, mais néanmoins, on n'a pas lésiné sur la concertation. C'était très important pour nous parce que ça ne sert à rien de fixer des objectifs qui sont des objectifs régionaux si ensuite on n'arrive pas à emmener des collectivités qui sont compétentes en matière de déchets, parce que ce sont les syndicats mixtes qui s'en occupent, les syndicats de collecte et de traitement des déchets, mais ça peut être aussi les établissements publics de coopération intercommunale, métropole et autres. On a vraiment un sujet, et pour ne citer que le Vaucluse, dans lequel on sentait qu'on avait vraiment des problématiques et on ne trouvait pas d'outils. C'est vraiment en train de bouger et on sent que ça y est, les collectivités ont compris. On voit venir
On les voit venir vers nous et rechercher des sources de financement. Ils nous apportent des projets, une déchetterie professionnelle, une ressourcerie, pour ne citer que ces projets. Et là, la région peut intervenir dans le cadre de la planification sur des investissements. Et on trouve enfin d'autres solutions que celle de se dire: est-ce qu'il y a une petite place encore dans l'incinérateur du département, ou bien où est-ce qu'on pourrait créer un autre centre de stockage? Parce que très clairement, la loi ne nous le permet pas et le plan régional ne prévoit pas, et prévoit plutôt la fermeture des centres de stockage, parce que dans notre région, on avait trop tendance à enfouir les déchets. On parlera de coopération territoriale. Avant de revenir à quelques exemples caractéristiques des démarches insulaires et ultramarines, je vais proposer à Yann Verling, qui est en responsabilité sur une autre île de France, la région Île-de-France, qui a aussi des ambitions en termes d'autonomie, de souveraineté sur le plan énergétique, sur le plan de l'alimentation, comme ça a été évoqué à l'instant par Monsieur Nadeau. Oui, merci, merci pour cette invitation et merci d'avoir invité l'Île-de-France. Alors, j'ai un scoop à vous annoncer, c'est que l'Île-de-France n'est pas une île. Mais ça, vous le saviez évidemment. Mais c'est amusant, effectivement, de nous avoir conviés à cet échange. Parce que, en fin de compte, ce que peut réussir une île, c'est ce que exactement tous les territoires de la planète doivent réussir à faire. C'est-à-dire gagner toujours et encore en autonomie. Et ne pas dépendre à ce point d'éléments extérieurs. Gagner cette autonomie d'un point de vue évidemment alimentaire, gagner cette autonomie d'un point de vue énergétique, gagner cette autonomie d'un point de vue de gestion des déchets, c'est quelque chose qui en fait est une question qui est posée à tous les territoires, qu'ils soient insulaires ou pas. Et donc c'est de notre responsabilité de réussir à gérer nos problèmes nous-mêmes, sans les exporter, sans dépendre des autres de manière excessive. Et c'est nécessaire. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on va devenir demain, je dis par exemple pour la Martinique, si demain la Martinique était totalement autosuffisante d'un point de vue alimentaire, totalement autosuffisante d'un point de vue énergétique, totalement en capacité de gérer la totalité de ses déchets, voire qu'elle n'en produise plus, il n'en demeurerait pas moins qu'elle continuerait d'avoir des impacts extérieurs si le reste de la planète, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ne fait aucun effort. Vous auriez pu parler des sargasses, typiquement un exemple, un cas d'école où l'origine de cette pollution maritime, échouage d'algues de manière massive sur les côtes de la Martinique, de la Guadeloupe et de l'ensemble des îles des Antilles, c'est une origine extérieure. C'est pas vous qui en êtes responsable, c'est une origine extérieure. De ce que moi j'en sais, ça vient d'Amazonie, grosso modo. C'est dû au réchauffement climatique de manière globale. Et voilà, et donc c'est vraiment l'inconséquence et l'irresponsabilité dans d'autres pays qui finit par affecter des territoires comme le vôtre. Donc nécessaire, mais pas suffisant. Alors, restons sur le nécessaire, sur ce qu'on peut faire au niveau local. Nous, en Île-de-France, on s'est donné quelques priorités et notamment, on fait l'analyse que nous avons, nous aussi, et il y a des parallèles assez importants, nous aussi, on a une capacité agricole très forte. On a contre les chiffres, les gens ne les connaissent pas, mais 50% du territoire francilien est constitué de terres agricoles. Nous ne sommes pas une région 100% urbanisée, donc 50% de terres agricoles, mais 90% c'est des cultures. L'équivalent de la banane, chez nous, c'est de la céréale. Voilà. Donc 90% des cultures, c'est de la céréale qui sont exportées en dehors de l'Île-de-France, qui sont même exportées en dehors de la France. Or, nous avions jadis, je ne veux pas faire de passéisme, mais néanmoins, il ne faut pas non plus rejeter ce qui était bien dans le passé. Jadis, nous avions une ceinture maraîchère en Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y avait tout autour de la partie habitée centrale, il y avait des maraîchages, des productions de légumes, de fruits, qui alimentaient précisément les zones urbaines.
Et ça, c'est ce que nous voulons recréer. Il en existe du maraîchage en Île-de-France. Nous voulons recréer une ceinture maraîchère pour rapprocher la consommation des consommateurs. Ce qui, évidemment, réduira aussi l'impact carbone aujourd'hui de notre dépendance alimentaire, puisque, comme vous, nous importons évidemment la production alimentaire. On avait eu des chiffres qui nous avaient un petit peu ouvert les yeux pendant la crise de Covid. On s'était posé la question de la durée de l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France en cas de fermeture totale des importations. Nous avions à peu près 2 jours et demi d'indépendance. 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours et demi, s'il n'y avait plus aucune importation qui rentre en Île-de-France, les gens commençaient à avoir faim. Donc c'est quand même un truc qu'il faut avoir à l'esprit, cette dépendance extraordinaire aujourd'hui de nos territoires. C'est le modèle qu'on a construit qui n'a pas intégré l'éventualité d'une fermeture à un moment donné des échanges commerciaux comme on a pu les connaître pendant une période. Alors on s'est débrouillé quand même, mais enfin, il faut avoir ça à l'esprit. Donc c'est très important d'être dans cette adaptation à ce changement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas que climatique, qui est aussi alimentaire, qui est aussi de crise de biodiversité. Et puis, ce qui me paraît important aussi d'ajouter, c'est que un maillon, puisqu'on parle des déchets, j'avais envie de souligner aussi le fait que nous avons à vraiment mettre le paquet aujourd'hui sur une gestion beaucoup plus intelligente des déchets. On le sait, nos chiffres sont très variables d'un territoire à l'autre, y compris même en Île-de-France, les chiffres sont très variables, sur la valorisation du contenu des poubelles, ce qu'on appelle justement la valorisation ou le recyclage. La notion même de déchets, en réalité, devrait être bannie en fait, de notre discours à terme. C'est-à-dire qu'on devrait se dire que on ne produit, même dans notre tête, il faudrait qu'on se dise on ne produit plus de déchets. C'est-à-dire que chaque chose dont on se débarrasse, on devrait se poser la question de ce que ça devient et comment ça se valorise justement. Et de ce point de vue-là, par exemple, on devrait tous renoncer à acheter du plastique. Le plastique, on ne sait pas quoi en faire, ou très mal. Donc en fait, il faudrait arrêter. Et notamment, je pense aux zones insulaires, je pense aux zones qui sont les plus proches des océans. C'est là qu'il faudrait mettre la priorité au bannissement de tout plastique, parce que c'est très difficile en fait d'empêcher, dès lors qu'on en a, vous l'avez constaté sur les îles grecques, dès lors qu'on le donne au consommateur, il est très difficile d'être certain que le consommateur ne va pas le jeter dans l'océan. Donc autant ne pas lui donner, en réalité. Il faut lui donner un gobelet en carton, il faut lui donner n'importe quoi d'autre que du plastique, pour que justement on soit certain que ça ne passe pas dans les océans. Donc le bannissement du plastique ne me paraît pas du tout un objectif insensé. Je pense qu'il est tout à fait possible de l'envisager. Et puis l'autre élément de la poubelle qui aujourd'hui est mélangé au reste, et c'est une absurdité totale, la loi va bientôt imposer sa récupération de manière systématique, c'est tous les déchets alimentaires. 30% de nos poubelles, ce sont des pots de bananes, des épluchures de légumes, des restes d'assiettes. Et cette matière, c'est de la matière vivante, c'est de la matière organique. Elle est extrêmement riche. On peut en faire du compost, on peut en faire donc de la terre végétale et on peut en faire de l'énergie. Et ça, aujourd'hui, on a une loi en France qui va être d'application fin 2023-2024, début 2024, en décembre 2023, qui va obliger toutes les collectivités à récupérer ces biodéchets, évidemment derrière de les traiter de manière séparée, donc justement pouvoir faire du compost ou de l'énergie avec de la méthanisation. Simplement aujourd'hui, alors c'est ce que nous on va lancer urgemment là maintenant, je viens d'être élu, donc j'ai lancé un tour de table général avec tous les élus de l'Île-de-France en charge des questions de gestion des déchets. Aujourd'hui, les collectivités sont démunies face à cette obligation réglementaire. Elles ne savent pas comment faire. Beaucoup me disent, mais je ne sais même pas comment je vais faire en sorte de récupérer ces 30% de poubelles qui aujourd'hui sont mélangées auprès des particuliers. C'est un vrai casse-tête pour la plupart des élus. C'est peut-être moins compliqué dans les zones résidentielles que dans les zones d'habitat collectif, mais c'est une obligation générale, donc il va falloir le faire pour tous. Et ça, les élus locaux aujourd'hui sont complètement démunis face à ça. Donc moi, j'ai lancé un début de concertation et de dialogue pour faire du benchmark, pour trouver les meilleures solutions. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on travaille avec les autres régions parce que c'est une loi nationale, une réglementation nationale, donc on aura tout intérêt à mutualiser nos réflexions et nos analyses pour effectivement arriver à l'application de cette application réglementaire qui vaudra encore plus pour les îles parce que, encore une fois, les 30%
de déchets organiques dans les poubelles. C'est vrai en Île-de-France, c'est vrai en région sud, c'est vrai à la Martinique, c'est vrai partout. Mais là où c'est encore plus intéressant pour les îles, c'est que ça produit de l'énergie. La méthanisation, c'est extrêmement positif pour le climat, c'est positif pour la nature, c'est positif pour tout le monde. Et il y a un besoin évidemment d'autonomie énergétique beaucoup plus fort dans les îles que dans des territoires, on va dire, interconnectés, comme on dit en langage technique. C'est-à-dire que l'Île-de-France, nous, on peut se permettre d'aller chercher notre énergie qui est produite dans des centrales souvent nucléaires qui ne sont pas en Île-de-France, alors que la Martinique ne peut pas aller chercher son énergie de l'autre côté de l'Atlantique dans des centrales nucléaires qui produiraient l'électricité sur le territoire métropolitain. Donc cette autonomie énergétique, elle est essentielle pour les territoires insulaires et la voie de la méthanisation me paraît être une solution extrêmement intéressante. Mais encore une fois, il y a la question de savoir comment on collecte. Merci. On va voir précisément tout de suite un exemple très concret de la réduction des déchets alimentaires en Martinique. Joris, c'est la vidéo sur l'exploitation jusqu'au bout du bout de la goyave, qui est un fruit tropical particulièrement produit en Martinique. Et donc, il y a un projet qui est accompagné par la CCI de la Martinique et une structure qui s'appelle Lafayette, d'exploitation jusqu'au bout donc, du déchet de la goyave. On va voir cette vidéo tout de suite. Un exemple de démarche éco-responsable de l'île de la Martinique avec la valorisation des biodéchets issus de la transformation industrielle des fruits avec comme premier modèle d'étude la goyave. La richesse écologique exceptionnelle de la Martinique constitue à la fois un patrimoine menacé, mais également un atout clé du développement économique et sociétal de l'île, à ce jour sous-exploité. Son origine volcanique ainsi que sa position et son climat tropicaux lui confèrent une biodiversité végétale et marine bien spécifique qu'il est essentiel de préserver et de valoriser. L'île est dotée d'une grande diversité de fruits et légumes exotiques aux propriétés nutritionnelles et thérapeutiques exceptionnelles, largement utilisés aujourd'hui dans les domaines alimentaires, cosmétiques et des produits de santé, à l'instar du goyavier, ce petit arbre ne dépassant pas les 8 mètres de haut, importé par les Amérindiens aux Antilles. Historiquement, le goyavier, de son nom scientifique Psyllium guajava, était employé par les Indiens Caraïbes contre les maux de ventre. Aujourd'hui, il fait partie intégrante des remèdes traditionnels régionaux et est intégré dans la pharmacopée végétale caribéenne. L'industrie d'agrotransformation des fruits tropicaux étant très active sur l'île, depuis quelques années, la Martinique a structuré une filière de la goyave rose grâce à la mise en place de plusieurs vergers pour la plantation de goyaviers, lui permettant d'être aujourd'hui autosuffisante en fruits. Cette transformation génère des centaines de tonnes de matières premières abondantes valorisables au vu de la quantité importante produite lors des procédés de transformation. À titre d'exemple, les données fournies par un grand industriel local font état de 200 tonnes de biodéchets de goyave rose par an, constitués majoritairement de graines et d'épidermes. C'est dans cette optique que la société Lafayette, filiale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a mis en place un programme de recherche et développement qui s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle d'économie circulaire afin de fabriquer divers produits de seconde transformation à partir des biodéchets de la goyave rose et participer au développement économique local par la création de valeur avec une démarche éco-responsable. Ainsi, plusieurs actifs et ingrédients, comme des huiles végétales, des huiles essentielles, des poudres, des exfoliants, des extraits, ont pu être préparés en utilisant des technologies innovantes éco-extractives. Leur développement commercial est en cours de finalisation pour des secteurs tels que la cosmétique, les compléments alimentaires, l'alimentation animale ou les phytosanitaires. D'autres coproduits de fruits comme l'abricot pays, mais également de légumes issus de l'agrotransformation.
Alors, je salue depuis là où on est Isabelle Lys, qui est responsable du pôle environnemental de la CCI, que j'avais invitée, que j'apprécie beaucoup. Elle a dû rester en Martinique pour accompagner les entreprises qui sont durement touchées par le Covid-19. Et sa collègue Christelle Lemu, qui a confectionné cette vidéo spécialement pour notre conférence. On va passer à la vidéo suivante, Joris. C'est le projet d'IMA Solidaire. Alors, le projet d'IMA Solidaire, c'est un projet qui est porté par Teddy Corançon, qui habite le Robert en Martinique, qui décrit une petite partie du projet sur lequel l'ADEME de la Martinique nous a missionné, qui a été évoqué tout à l'heure par Marcelin Nadeau. Allons-y. On n'a pas le son. Viser les invendus de la grande distribution alimentaire. Le but, c'est de venir s'associer à déjà ce que la banque alimentaire effectue, de récupérer des denrées et d'approvisionner les différentes associations. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a quand même des déchets, ce que les gens appellent des déchets, mais qui peuvent être valorisés. Ce sont donc des denrées qui sont vraiment à coût élevé, mais qu'il faut à tout prix consommer dans un laps de temps très court. Donc c'est pour ça que l'association a ce but de pouvoir récupérer donc ces denrées, de les apporter au plus près aux associations consommateurs qui en ont besoin via des associations de proximité. Et donc dans un premier temps, nous sommes donc dans une étape d'étude de faisabilité qui est pendant un an, entre 6 mois et 1 an, de pouvoir collecter les différentes denrées et de voir justement le gisement qui peuvent être valorisés, transformés, afin de créer un atelier de valorisation. Cet atelier de valorisation a pour but de créer des repas, déjà en premier but, pour les associations caritatives qui distribuent les repas dans les rues de Fort-de-France ou auprès des personnes âgées. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui nous ont déjà remontés, on a près de 70% du tonnage qui sort des fruits et légumes. Déjà, donc on peut voir qu'il y a tout ce qui est soupe qui peuvent être exploités, qui peuvent être réalisés pour pouvoir amener soit aux personnes âgées ou bien aux errants dans les rues. Ensuite, on a le gisement aussi, les yaourts, qui sont déjà des durées très courtes. Là, à ce moment, on voit véritablement la distribution au niveau des associations dans les quartiers, comme là, on est en train de faire avec l'association Les Rameurs. Alors, cette association est en partenariat avec l'ADEME, la CTM, la préfecture, voilà, pour le plan des déchets, de diminution des déchets, donc qui s'inscrit dans le scénario qui est prévu dans cette gestion. Et donc, nous donnons encore une année de pouvoir travailler, estimer et de pouvoir faire les investissements pour pouvoir valoriser, monter cet atelier de valorisation et créer des emplois avec des chantiers soit d'insertion ou des emplois aidés. Donc voilà un petit peu le but et le déploiement de cette association qui va se faire en partenariat. Alors pourquoi d'IMA Solidaire? C'est que tout simplement, elle vient s'associer dans un réseau déjà existant, elle vient répondre à des besoins des associations, donc il y aura une plateforme numérique qui sera mise en place. Voilà, qui permettra justement que automatiquement, dès qu'il y a donc des denrées disponibles, les associations le verront sur une plateforme numérique et pourront tout de suite faire la réservation. Donc on va justement optimiser tout cela. Donc on vient s'associer déjà à un réseau solidaire et on vient rajouter un maillon à cette chaîne. Alors ce projet, il a évolué depuis la vidéo de Teddy Corançon. Initialement, il nous a été confié une étude de faisabilité qui consiste à diagnostiquer le gaspillage alimentaire de toute la grande distribution en Martinique pour ensuite proposer des scénarios de revalorisation, donc vraiment la partie aval de la problématique, via la solidarité, mais via aussi des options de massification des biodéchets et la structuration de filières d'économie circulaire sur le territoire. Comment est-ce que le projet a évolué? Grâce aux interactions que j'ai eu avec Teddy Corançon, qui est particulièrement engagé sur son territoire. On l'a fait évoluer en convainquant en fait qu'il fallait aller au-delà de la partie aval du problème et qu'il fallait provoquer des démarches, des améliorations de process, des transformations culturelles pour réduire les volumes de surplus et de déchets. Quitte à évidemment à ce qu'il y ait un peu moins de produits à redistribuer, mais la tendance lourde
sociétale, réglementaire et le bon sens nous amènent à aller dans ce sens-là. Et donc ce projet, il est très important pour la Martinique, soutenu par l'ADEME, dans le cadre d'un projet, d'un appel à projet économie circulaire. Il nous reste à créer une adhésion supplémentaire auprès des grandes enseignes de la grande distribution en Martinique, auprès desquelles j'ai la chance d'avoir quelques relations amicales, mais qui n'attendent pas forcément ce projet. Et donc il faut qu'on convainque tous ensemble les acteurs de la grande distribution, qui sont déjà engagés pour un certain nombre d'entre eux dans cette approche du gaspillage alimentaire et des déchets, de faire corps avec ce projet pour que ce soit une réussite pour la Martinique. La réunion officielle de lancement de projet a eu lieu le 9 avril l'année dernière 2020. Évidemment, tout a été retardé. Nous n'avons pas pu effectuer les diagnostics auprès des acteurs de la grande distribution. L'étape d'après, alors on passe, on peut passer. Alors oui, ça, je vais revenir sur un point très particulier de diagnostic de cause de gaspillage sur l'île de Saint-Barthélemy, où j'étais donc il y a 2 ans et où j'ai eu le plaisir d'écrire ce pacte de progrès pour les acteurs économiques d'engagement pour la réduction du gaspillage et des déchets. Ça m'a rappelé l'époque où en 2012, j'étais rapporteur du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je venais de créer Ecosphère et c'est Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire, qui a initié toute cette politique publique contre le gaspillage alimentaire, qui m'avait confié cette mission. En Martinique, il y a 80% de l'alimentation qui... Pardon, à Saint-Barthélemy, merci Anne, il y a 80% de l'alimentation qui arrive par barge, par bateau, par barge. Et donc ces barges-là, elles subissent les aléas météorologiques. Donc pour un certain nombre d'entre elles, pour des raisons météorologiques ou parfois d'organisation, d'erreurs d'organisation, elles arrivent en retard. Quand elles arrivent en retard, soit les produits sont plus consommables, soit trop proches de la date limite de consommation, soit ils vont arriver après la livraison d'après, donc il n'y a plus de place dans les rayons de la grande distribution. En France, on a un système contractuel de retour fournisseur, c'est-à-dire que le produit retourne au fournisseur et la grande distribution est remboursée. Seulement, à Saint-Barth, renvoyer par barge les produits, ça n'a aucun sens sur le plan économique, ça coûterait plus cher que les produits et en plus les produits arriveraient complètement putréfiés. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour que la grande distribution, les grandes enseignes obtiennent un remboursement des produits arrivés tardivement, elle doit produire un certificat de destruction des produits. Donc on emmène les produits, pour le coup encore consommables pour un certain nombre d'entre eux, parce que la DLC est proche, mais elle n'est pas encore arrivée. Parfois il y a des dates d'utilisation optimale, donc pas des produits qui sont à jeter, il n'y a pas de date limite de consommation. Et donc on les emmène à l'usine, qui est principalement une usine de destruction d'incinération. Donc on est dans une absurdité totale. Et donc quand on a eu diagnostiqué en fait ce facteur de gaspillage, de production de déchets, on s'est dit qu'il fallait rentrer dans une réflexion pluripartite avec les autorités locales, la grande distribution et les fournisseurs pour faire évoluer ces clauses contractuelles. Un exemple très précis en fait de production de gaspillage qui est lié à plusieurs spécificités insulaires, la dépendance alimentaire, l'exportation par barge, les conditions météorologiques qui elles-mêmes peuvent être impactées par le changement climatique. Voilà un exemple très précis. Est-ce qu'on peut passer à la suite Voilà, on peut passer ça, c'était moi à Saint-Barth et ce pacte de progrès rédigé avec l'équivalent de la CCI, la Chambre économique de Saint-Barthélemy. Alors passons ces slides-là s'il vous plaît, Joris. Je vais vous montrer quelques photos stupéfiantes donc, de mon petit séjour à Mykonos cet été et les mettre en regard avec les actions qu'on mène ici sur le territoire marseillais. Donc là vous le voyez, c'est tous ces plastiques et ces déchets qui jouxtent en plein été en fait les rives de la Méditerranée, les rues. Évidemment il n'y a pas de tri, tout est empilé. Alors on peut trouver des images de ce type-là sur d'autres territoires et sur d'autres communes, y compris sur la nôtre qui nous accueille. Mais c'est très fort. C'est très très fort. Et pour la première fois, montrons les images d'après, s'il vous plaît, Joris. Ouais, j'ai ressenti un choc. J'ai ressenti un choc parce que depuis 1 an et demi ici à Marseille, Ecosphère, je l'ai installé il y a 3 ans pour relever le challenge des déchets professionnels. Depuis 1 an et demi, je participe à beaucoup d'opérations de ramassage de déchets avec des acteurs locaux sur les plages, dans les calanques. Là, vous voyez, c'était une opération de ramassage de déchets qui avait lieu sur la plage des Catalans il y a quelques jours, samedi dernier. Anne était présente, montrons la photo d'après. L'opération était très bien organisée par l'association Terre-Mer, la fondation Pure Ocean, l'association Wings of Ocean. Honnête était présent à travers ses collaborateurs, le directeur général était présent également. Donc on est sur des opérations de ce type-là qui sont
de sensibilisation et très concrète de ramassage de déchets considérables. Passons sur les slides d'après. Là, on est sur une autre opération menée par l'association Un déchet par jour qui s'appelle Tarpin Propre. On a l'élu développement durable de la ville qui est présente, Christine Just, sur cette photo aussi. Et en fait, j'ai ressenti un vrai choc en me disant je participe à ces opérations ici de ce côté de la Méditerranée et là, je vais en vacances et il y a zéro conscience environnementale dans les pratiques touristiques, en tout cas de la part de certains acteurs. Et ce choc-là, il m'a amené à approfondir cette réflexion sur le fait que le monde est une île. Ça a été évoqué quasiment par Yann Verling et par vous, Monsieur Nadeau, qu'en fait, on est sur des démarches qui forcément doivent être d'écosystème. Que si on fait des efforts d'un côté et que de l'autre côté, il ne se passe rien, vous l'avez dit aussi, vous l'avez dit, Yann Verling, en fait, les progrès qu'on fera en termes de réduction des déchets, d'impact sur la nature, d'impact sur la biodiversité, d'impact sur le changement climatique seront extrêmement réduits. Alors bien entendu, on n'est pas pour la culpabilisation, on est d'abord pour des démarches de progrès, chacun à son rythme, en comprenant les paramètres qui caractérisent un certain nombre de territoires, les paramètres qui caractérisent notamment les îles et les territoires ultramarins. Je souhaiterais vos réflexions, vos réactions en fait, sur cette absolue nécessité de démarche de progrès concomitante. Encore une fois, chacun à son rythme, avec les contraintes à prendre en compte, des objectifs, des calendriers, des moyens. Et donc cette réflexion qui est suggérée par la juxtaposition de ces images de ce qui se passe dans un côté de la Méditerranée et des efforts qui sont faits d'un autre côté de la Méditerranée, ici à Marseille et en région sud. Alors très concrètement, nous, c'est vrai que la problématique zéro déchet plastique, c'est un objectif qu'on s'est donné dès 2016, sachant que dans le précédent mandat, on a été élu en décembre 2015. Et on a adopté un programme zéro déchet plastique en 2030, en décharge en 2030. Donc, vraiment avec cette idée à la fois de passer à l'économie circulaire, quand on peut trier, quand on peut éviter, et puis aussi de protéger les milieux. On propose notamment une charte régionale zéro déchet plastique, qui est animée par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. On a à peu près, je crois qu'on a atteint les 210 signataires. Alors elle s'adresse à des collectivités, bien sûr, mais aussi à des entreprises, à des associations, à des groupes scolaires. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour s'engager, non seulement on vous propose de signer, de vous engager avec nous, avec la région Sud, mais en plus il y a un accompagnement de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement qui vous propose des solutions et un plan d'action. Très concrètement, là, en avril dernier, je crois, on a lancé et proposé un guide qui est destiné aux collectivités en leur disant, voilà, vous acceptez de vous engager. Alors d'abord, apprenez à connaître qu'est-ce que c'est que les plastiques. On dit toujours le plastique, mais en réalité, ce sont les plastiques. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut identifier le problème et comment est-ce qu'on peut soit éviter l'usage du plastique, notamment à usage unique. Enfin, ça, c'est en train de rentrer par la loi, mais bon, c'est progressif. Et ensuite, comment on peut trouver des solutions alternatives et par exemple, en organisant un festival sans plastique. Donc ça, c'est une charte régionale. Pour être très concret, dimanche dernier, Vinci Escota a signé cette charte régionale et s'est engagé dans cette démarche qu'elle va appliquer et qui était là d'ailleurs avec ses partenaires gestionnaires des aires d'autoroute pour aller dans ce sens-là. Ça veut dire que dans les aires d'autoroute qui jalonnent l'autoroute A8 qui traverse notre région, il va y avoir des axes de progrès et des plans d'action vraiment très concrets pour éviter le plastique. Donc ça, c'est vraiment un outil très opérationnel et que j'ai présenté également au cours d'une session samedi dernier qu'on avait organisée Région Sud et l'UICN Med autour de cette problématique des plastiques. Il y avait des intervenants de Monaco, de Catalogne par exemple. Et la région Sud, en collaboration avec l'UICN Med, a lancé un appel aux régions méditerranéennes pour que justement on mette en réseau et en commun nos initiatives pour aller dans le même sens et pour travailler sur des axes de progrès qui sont très forts, notamment sur les problématiques touristiques. C'est très clairement, c'est une problématique qui est très importante autour de la Méditerranée. Donc c'est un appel que nous lançons et nous souhaitons démarrer. Il y a déjà quelques coopérations qui existent, mais on souhaite le faire vraiment à l'échelle de la Méditerranée. C'est particulièrement important pour le président Muselier et pour les élus de la région Sud. Merci. Yann Verling.
Peut-être deux petites remarques. La première, c'est qu'avant d'être vice-président à l'environnement à la région Île-de-France, j'étais ambassadeur de France à l'environnement et donc j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans le monde. Et je confirme ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on se promène un tout petit peu dans d'autres pays, on se rend compte à quel point notre pays est propre. C'est terrible à dire en fait, on râle tout le temps, mais notre pays est propre. Quand vous vous baladez dans les rues de Dakar ou dans les rues de petites communes au Sénégal, vous marchez sur 15 cm de déchets partout, et de déchets plastiques bien évidemment. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que juste sur le côté international, aussi dire que cette prise de conscience, elle existe quand même petit à petit dans le monde, est en train d'être discutée au niveau international l'idée d'un traité plastique. C'est un sujet qui ne fait pas encore l'unanimité, mais enfin ça avance, qui vise à réduire les déchets plastiques en amont, c'est-à-dire faire en sorte qu'on en produise moins. Et puis arriver à ce qu'un certain nombre de pays adoptent des lois comme les nôtres sur le zéro plastique à usage unique. Et puis aussi, évidemment, le gros sujet fondamental, c'est la collecte. La collecte dans le monde, c'est vraiment un sujet, la collecte des déchets, et notamment des déchets plastiques. Donc, par exemple, en Île-de-France, moi, je souhaite que notre coopération décentralisée, j'en ai déjà parlé à mon collègue qui est chargé de la coopération décentralisée, on mette l'accent sur nos coopérations décentralisées dans les pays en voie de développement, sur la question de la collecte des déchets. Nous avons par ailleurs en France des champions de la collecte, des grandes entreprises et des grandes enseignes qui savent faire. Donc il faut construire ces coopérations pour aider ces pays à ramasser les déchets et puis à transformer les consciences. C'est ma dernière remarque, transformer les consciences. Moi je suis très frappé par l'impact que ont les opérations de ramassage de déchets que vous avez montré à l'instant, notamment avec des enfants. Vous mettez des enfants dans une situation de ramasser des déchets sur une plage ou sur un espace naturel ou au bord d'une rivière. Il le fait une fois, il le fait deux fois, il le fait trois fois. Après, il le fait tout seul avec ses parents, il le fait avec ses copains, il le fait. Et quand il est grand, il ne supporte plus un déchet par terre. Et il n'en jettera jamais un par terre. Et aujourd'hui, on a des adultes qui n'imaginent pas un seul instant qu'on puisse jeter un déchet par terre ou un gobelet, voire ils arrêtent d'utiliser du plastique, ils sont devenus très civiques là-dessus. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse aussi à développer un peu partout dans le monde. C'est cette conscience, parce qu'il n'y a pas de conscience forcément que le plastique est un déchet. Partout dans le monde. Donc il faut réussir aussi à développer cette conscience que c'est un vrai déchet, une vraie saloperie, excusez-moi du mot, de jeter un bout de plastique par terre. Ça finit, dans la plupart des cas, dans les zones, dans les espaces aquatiques et dans les océans, et on connaît les dégâts, hein, les chiffres, c'est d'ici quelques années, il y aura autant de poissons, il y aura autant de plastique que de poissons dans l'océan. Monsieur Nadeau, une réaction en 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, alors pour la boutade, je serais tenté de dire engagez-vous à Marseille pour protéger la Martinique, ça ce serait un peu ça. Donc, mais c'est un peu vrai, il y a vraiment une interdépendance. Mais je crois qu'il ne faut pas être dans une approche simplement environnementaliste et évacuer les problématiques sociales, politiques. Vous avez parlé de Dakar, moi je connais bien Haïti. Il y a un projet de coopération entre la ville de Lamentin de Martinique et Haïti où la ville de Lamentin a offert à Haïti des bennes à ordures. Mais c'est aussi après la pyramide de Maslow, quand les gens ne savent pas où boire de l'eau ou manger, après la question des déchets, ça devient secondaire. Quand on a un État comme l'État haïtien, qui n'est pas en mesure d'organiser les choses, ça donne c'est pour ça qu'il faut avoir une approche à la fois pragmatique et réaliste avec une déclinaison par rapport aux moyens et se rendre compte aussi qu'on ne pourra pas traiter les problématiques écologiques sans traiter les problématiques économiques et sociales, parce qu'effectivement, il y a un problème de justice environnementale. Des fois, les gens subissent la double peine parce qu'ils n'ont pas, peut-être pas, c'est pas une simple question d'habitude, d'autant que je ne sais pas si à l'époque où, parce qu'on le sait bien, c'est la problématique du développement inégal et combiné, où finalement les pays du tiers-monde consomment aussi, hein, quelque part, même si ils ne consomment pas autant que nous. Il y a des consommations et la plupart des déchets viennent de consommation, quelquefois de consommation aussi importée. Et je crois que là, il y a peut-être un travail à faire par rapport à la solidarité. Je crois que forcément, l'écologie, je vais là ressortir une formule, mais qu'on a tellement utilisée, c'est agir localement et penser globalement. Il est vrai qu'il faut agir localement parce qu'il faut des déclinaisons concrètes par rapport à des réalités sociologiques, mais ça existe aussi en France. Hein. Quand on va mettre une déchetterie en zone rurale et qui est très éloignée des zones habitées, c'est le cas Martinique, si les gens n'ont pas de véhicule, s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer l'essence, comment on peut pratiquer le portage volontaire ? On sait que le portage volontaire avec les déchetteries, ça marche mieux dans les zones urbaines, où il y a une majorité de personnes de classe moyenne,
que dans les zones où les gens sont pauvres. C'est vrai. Oui. Donc je pense que cette question de l'environnement et de l'écologie doit être, on parlait de connexion, alors il y a l'interconnexion internationale, effectivement, rien de ce qui est humain ne peut m'être étranger, c'est vrai. Donc la question écologique, c'est une question planétaire immanquablement, mais elle pose aussi la question de la justice sociale, des modèles économiques, des modèles de consommation, des modèles de production. Et pour finir, je dirais que je ne crois pas à l'indépendance alimentaire. Mais ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que la situation insulaire, elle est caricaturale de ce que nous vivons. Effectivement, même en Martinique, le territoire comme le mien, c'est quand j'ai fait mon PAT dans sa phase de diagnostic que je me suis aperçu que 99% de ce qu'on produisait comme maraîcher allait sur les marchés de Fort-de-France, lorsque tout le reste, on les achetait, ma population les achetait dans les hypermarchés de Fort-de-France. Donc c'est des réalités effectivement qu'on ne voit pas toujours, mais l'insularité surligne justement ces problématiques et je crois que tout c'est intéressant. Et pour conclure, pour dire qu'un monde propre sera forcément un monde solidaire, qu'il n'y aura pas de monde propre sans solidarité, non seulement à l'échelle des sociétés, mais encore plus au niveau international. Merci. Alors, vous voyez, sur cette carte des objectifs de développement durable des Nations Unies, il y a un objectif numéro 17 qui est fondamental. C'est celui qui est considéré comme étant la clé en fait, de l'atteinte des autres objectifs, c'est les coopérations territoriales entre acteurs privés, publics et associatifs. On va voir immédiatement une vidéo de Bettina Laville, qui est présidente du comité 21. Tout de suite. J'aurais beaucoup aimé être avec vous lors de l'événement qu'organise Ecosphère, d'autant plus qu'Ecosphère est adhérent du comité 21. Mais malheureusement, j'ai un gros empêchement. De quoi je vous aurais parlé? Je vous aurais parlé avant tout, et je vous parle du Tour de France des objectifs de développement durable, Tour de France des ODD, qu'organise le comité 21 depuis maintenant 3 ans, même si ce Tour de France a été un peu virtuel à cause de la pandémie dans différentes étapes. Mais nous avions eu la chance, en fait, d'aller en Guyane, et là, pas virtuellement, nous y sommes allés pour présenter les objectifs de développement durable, pour sensibiliser les habitants de Guyane à ce que tous les ODD pouvaient leur apporter. Et nous sommes en train de préparer, en l'occurrence, un Tour de France en Guadeloupe. Là, malheureusement, il va être virtuel à cause de la très grave épidémie en ce moment qui sévit dans cette île. Alors là-dessus, je voudrais dire 2 choses. Nous avons, si vous voulez, immédiatement, lorsque nous nous sommes intéressés aux objectifs de développement durable, nous avons vraiment embrassé cette cause, tout simplement parce qu'elle est logique avec notre engagement et c'est finalement le prolongement de l'agenda 21. Et c'est des jalons comme Rio, bien sûr, comme Johannesburg ensuite, et après tout l'engagement autour de l'année 2015, qui a fait qu'enfin, après avoir été séparés, l'environnement et le développement se redéclinent ensemble. Et donc c'est l'âme, l'ADN du comité 21 de faire travailler tous les acteurs de la société civile avec les gouvernements sur le développement durable. Donc en fait les ODD c'est notre truc, voilà, tout simplement. Et nous avons publié beaucoup de rapports. Nous avons publié d'abord des rapports sur les ODD et les collectivités locales. Nous venons de publier un rapport sur l'ODD 17 et je tiens beaucoup à ce rapport qu'on a fait d'ailleurs avec d'autres ONG, organisations, parce que l'ODD 17, c'est un ODD un peu méconnu, mais qui est la clé de voûte de l'ensemble. Exactement, c'est l'ODD qui fait que, comme dans les cathédrales, eh bien, la dernière pierre de la voûte fait que la cathédrale tient debout. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que les milieux insulaires, pour nous, sont une cible, alors pas une cible officielle, mais une cible très importante pour les objectifs de développement durable. Pourquoi? Eh bien, moi j'ai l'habitude de dire que notre monde est une île. Notre monde est une île parce que notre monde aujourd'hui a la fragilité des îles. Et si le groupe AOSIS, par exemple, a tant milité pour que nous arrivions, j'espère qu'on va y arriver, même si je suis un peu sceptique, à un réchauffement qui ne dépasse pas les 1,5 degré,
Eh bien, en fait, le groupe Aosis, très menacé, les îles sont très menacées par le réchauffement, a porté ce que devrait être l'inquiétude du monde et l'objectif du monde. Notre monde est une île et donc les îles représentent notre monde. Et ça, finalement, la déclinaison des objectifs de développement durable sont très importantes dans les territoires insulaires. Tout simplement parce que Joris s'est arrêté. aussi bien en ce qui concerne la protection de la mer, la lutte contre le réchauffement climatique, l'éducation, la sensibilisation, les océans, la préservation de la biodiversité terrestre et marine, tout ce qui forme les ODD, eh bien, ils peuvent être expérimentés, promus dans les îles, mais surtout, pas du tout comme sur d'autres territoires. Tout simplement parce que chaque île a sa spécificité. Comment dirais-je, l'insularité, comme on dit, c'est quelque chose qui relie l'ensemble des îles. Aussi bien nos îles, nous, les îles françaises de nos côtes, aussi bien les îles qui sont françaises dans de très lointaines contrées, aussi bien la Corse, aussi bien toutes les îles du monde, qu'elles appartiennent à des territoires ou qu'elles soient indépendantes. Ça, c'est de l'insularité. Mais par ailleurs, les îles ont des caractéristiques très spécifiques. Les littoraux ont l'air de se rassembler. Non, je veux dire, ils ne se ressemblent pas parce que la biodiversité est très particulière dans chaque île. Le réchauffement climatique ou bien les catastrophes climatiques, le tsunami, les ouragans que nous connaissons, on a l'impression que finalement qu'ils balayent les îles de la même manière. Non, ils ne balayent pas de la même manière les îles pauvres et les îles riches, c'est évident. On a l'impression aussi que l'ensemble de l'adaptation, des politiques d'adaptation dans ces îles, en particulier pour protéger le trait de côte, sont les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Ça dépend s'il y a des mangroves ou s'il n'y en a pas. Ça dépend s'il y a des îlots particuliers. Enfin, je peux donner des exemples à l'infini. Et ce que je voudrais dire, c'est que notre adhérent, Ecosphère, d'autres adhérents du comité 21, par exemple comme Green Cross, se préoccupent très particulièrement des îles. Et le thème insulaire, les side events sur les îles, se sont multipliés à ce congrès de l'UICN. Je suis très très frappée de cela. C'est nouveau. J'ai compté qu'au moins le quart, en fait, des événements qu'organise le congrès parlent des îles, se préoccupent des milieux insulaires, et il y a énormément de recommandations du congrès qui parlent des îles. Alors c'est vrai qu'au comité 21, nous sommes fiers d'accueillir, bien entendu, Ecosphère, d'autres, comment dirais-je, d'autres adhérents qui se préoccupent de ces milieux. Et je pense que dans notre trame, dans notre double trame, qui est à la fois les politiques d'adaptation et d'autre part, en fait, tout ce qui est des politiques d'objectifs de développement durable, nous allons à l'avenir accorder une importance particulière et un engagement enthousiaste sur la protection des îles. Notre monde est une île. Merci Bettina. Je vais demander à la régie 2 minutes de plus pour qu'on ait un moment de conclusion. Je passe la parole très rapidement, 1 minute, à Cécile Colonna-Distria, qui est la fondatrice du Salon Pro Durable, 13e édition à Paris cette année, qui a lieu la semaine prochaine, les 16 et 17 septembre. Donc 1 minute de présentation, s'il te plaît Cécile, et on conclura après avec Monsieur Nadeau, Anne-Claude Petit et moi, 30 secondes. Le micro de Cécile Colonna-Distria. J'en profite pour dire que vous pourrez venir poser des questions. Oui, excusez-moi, oui. Merci Xavier. Oui, donc moi j'ai créé il y a 14 ans maintenant un événement. J'étais persuadée à l'époque que l'entreprise était au cœur du sujet. C'était elle qui avait les clés. Elle est au cœur du système approvisionnement, production, distribution. Et pendant 14 ans, puisque c'est une 14e édition, les 16 et 17 septembre prochains à Paris, j'ai voulu éduquer, illustrer, accompagner le monde de l'entreprise pour essayer de les faire bouger.
J'avais cette intime conviction. Aujourd'hui, je vous ai tous écoutés. Je ne suis pas une spécialiste et une experte ni de l'insularité, ni de la réduction des déchets. Je sais qu'il faut continuer à réduire. Ça, c'est la priorité numéro 1. La deuxième priorité, bien sûr, c'est de s'adapter, parce que finalement, on a les premiers effets et les premiers dégâts de tout cet effondrement à la fois de la biodiversité. Mais je suis absolument convaincue que l'énorme effort à fournir aujourd'hui, qui est un effort effectivement collectif entre les territoires, les entreprises et les citoyens, les consommateurs, c'est un effort de formation. C'est un effort d'aller... Vous disiez que les territoires, les entreprises 10 secondes, Cécile. ont des choses à faire et elles ne savent pas comment les faire. On est entré dans une ère de technicité de l'écologie. C'est une vraie technicité. Réduire et revaloriser les déchets, c'est technique. L'agroécologie, c'est technique. L'efficacité énergétique des bâtiments, c'est technique. Il va falloir former, reformer, faire monter en compétences, trouver les emplois dans la conversion auprès des jeunes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, on lance un événement qui s'appelle Talents for the Planet, qui a d'ailleurs vocation à se dérouler dans plusieurs villes de France. Allez sur Internet, regardez cet événement. Toutes les bonnes volontés, tous les soutiens, toutes les contributions sont les bienvenues. C'est vraiment l'urgence. Il faut un sursaut. Merci beaucoup. Et on a des ambitions à Marseille pour plus tard. Merci. Un mot de conclusion très rapide de Anne et de M. Nadeau. Et moi, je dirais un mot sur l'insularité et l'écotourisme pour terminer cette conférence. Très concrètement et très rapidement, je vais rebondir sur ce que vous veniez de dire. Effectivement, ce que je trouve intéressant, moi, dans le rôle des régions, c'est qu'on peut agir également sur les formations. Et effectivement, j'en parlais tout à l'heure hier avec des bureaux d'études qui ont du mal à trouver les compétences qui s'engagent dans qu'est-ce que c'est qu'une étude sur la biodiversité, sur les impacts. Voilà, la région, elle peut être là au niveau des formations, au niveau ensuite de l'accompagnement des entreprises, de l'innovation, de la création de nouvelles filières et de la sensibilisation des collectivités. Et on peut être là à la fois de manière, en planifiant de manière prospective, mais aussi en accompagnement, que ce soit avec les services de la région, parce que j'ai vu qu'il y a des agents de la région sud qui sont présents, et une grande technicité au sein de ce service qui est reconnu par tous. Xavier m'en parle régulièrement, et aussi de manière très concrète par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, qui a vraiment des compétences très opérationnelles avec les collectivités, que ce soit voilà, une grande ville ou un village, peu importe. Voilà, on peut adapter les outils, on a cette capacité, cette compétence, c'est particulièrement important. Merci Anne. C'est fantastique. Ce que je voudrais dire aussi, bon, tout à l'heure j'ai parlé de relation entre les problématiques écologiques et la justice sociale et les modèles économiques, mais je crois qu'il y a, pour éviter que la technicité ne nous amène pas vers la technocratie, c'est-à-dire le fait que les techniciens effectivement s'accaparent du pouvoir, la question de l'écologie pose aussi la question de la dynamique citoyenne et participative, c'est-à-dire que tout peut être compris par le citoyen et le citoyen doit être à tous les niveaux participant justement des processus qui sont mis en œuvre. Et puis après, il y a la question de l'évaluation aussi. Il faut que nous ayons une évaluation qui soit effectivement accessible au grand public pour voir les résultats concrets. Et je crois que ça, il faut avoir, c'est ça aussi, bon, c'est notre rôle, c'est pas d'avoir des services techniques compétents, pointus, mais notre rôle de politique aussi, c'est que la dimension politique ne soit pas toujours très éloignée des aspects techniques et que nous soyons justement les fers de lance des approches participatives pour que nous-mêmes nous ne devenions pas des technocrates aussi. Parce que le problème des élus gestionnaires, c'est que partant de la compétence technique de leurs collaborateurs, ils s'arrogent aussi ce positionnement technicien. Moi, je ne suis pas un technicien, moi, je suis un politique. Ça veut dire que je travaille avec le technicien, mais mon rôle fondamental, c'est être l'interface entre la technostructure, justement, et les dynamiques citoyennes. Et moi, je crois que ce n'est pas une simple volonté éthique, c'est aussi le gage d'une efficacité. C'est-à-dire que si on mettra pas un gendarme derrière chaque personne, c'est l'élévation du niveau de conscience écologique et l'élévation du niveau de conscience citoyenne qui permettra justement de relever tous les défis que nous avons à relever et dont il est urgent de relever aujourd'hui. Merci. Alors tout ce que j'ai entendu de la part de Yann Verling, d'Anne Closuti, de Marcelin Nadeau, ça conforte les principes structurants de nos programmes, accélération et autonomisation sur la réduction des déchets et du gaspillage connectés à ces enjeux de biodiversité et climatique. 3 territoires éminemment touristiques et internationaux
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos démarches d'éco-responsabilité peuvent attirer des touristes plus éco-responsables, mais que vous pouvez aussi diffuser des messages et éduquer la planète grâce à cette circulation sur vos territoires, cette visite sur vos territoires éminemment touristiques et internationaux, de personnes qui vont venir, qui vont aller ailleurs par la suite et qui auront retenu de vos initiatives, de vos démarches territoriales, des principes structurants, des visions, des solutions pour la planète. Merci à tous. Merci.